et donc ce sont les ETF. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est les ETF, même si on en parle énormément de partout en ce moment, ce sont des fonds cotés en bourse. ETF, c'est ce que ça signifie, fonds cotés en bourse en anglais. Donc, à la différence des OPCVM dont on a parlé juste avant, la principale différence, c'est justement ça. Les OPCVM, eux, ne sont pas cotés en bourse. C'est-à-dire qu'ils ont des jours de cotation ou des périodes de cotation. Ça peut être tous les 2-3 jours, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois également. Et donc, ils sont beaucoup moins liquides, par exemple, que des ETF que vous pouvez échanger à tout moment, tant que les marchés sont ouverts, comme une action, comme un titre vif classique. Donc ça, c'est un des avantages des ETF, c'est que c'est coté en bourse et vous pouvez les échanger quand vous voulez. Le rôle des ETF, bien souvent, ça va être de répliquer la performance d'un indice. Donc, par exemple, en France, on a l'indice 440 qui est notre indice phare. Et ben, si vous achetez un ETF 440, le rôle de cet ETF, ça va être de suivre la performance du CAC 40. Il peut le faire de manière physique ou de manière synthétique. On ne va pas développer plus que ça dans cette vidéo. Il y aura une vidéo à venir sur les ETF qui sera faite comme sur tous les autres modes de détention dont on a parlé jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit. Mais en gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ETF, il va suivre la performance d'un indice, généralement. Donc, quels sont les avantages de ces ETF ? Déjà, globalement, ils sont très peu chargés en frais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, sur les fonds actifs, je vous ai dit on était entre 1,5 et 2% de frais. Sur les ETF, on va être entre 0,07 et 0,030. Donc, quasiment 10 fois moins de frais que sur un fonds actif. Donc, vous voyez, la différence, elle est énorme. Contrairement à un OPCVM, comme je vous ai dit, le rôle d'un ETF, ça va être de répliquer la performance du marché. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens à mon ETF 440. Si l'ETF 440, il fait plus 7% sur l'année, bah votre ETF 440, normalement, devrait faire plus 7% également. Ou un peu moins, parce qu'il y a quand même les frais de l'ETF qui sont à prendre en compte, mais comme je vous ai dit, sont tellement minimes que, généralement, vous allez pouvoir faire une performance très proche de ce que fait le marché, voire parfois même un peu mieux, puisqu'il y a certaines sociétés de gestion ou certains ETF qui arrivent à surperformer, alors c'est très léger, très légèrement leur indice de référence. Je parle de quelques centièmes de pourcent la plupart du temps, donc voilà, c'est négligeable. Mais normalement, vous devez avoir en tout cas la performance que fera le marché. Donc ça, c'est une bonne chose, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des gestionnaires de fonds actifs et la plupart des stock pickers, donc les gens qui achètent des titres vifs, des actions en direct, n'arrivent pas à battre cette performance. Donc là, au moins, vous êtes sûr d'avoir la performance du marché. Comme pour les OPCVM, vous avez de la diversification en une seule ligne. Je prends l'exemple de l'indice MSCI World. Vous achetez demain un ETF MSCI World. Vous avez plus de 1400 entreprises sur plusieurs continents différents. Vous avez 70% d'États-Unis et tout le reste, c'est l'Europe au sens large, donc Royaume-Uni et Suisse inclus. Vous avez également le Japon et l'Océanie. Et tout ça en une seule ligne. Donc en une seule ligne, vous avez 1400 entreprises dans tous les secteurs d'activité qui existent différents et dans la plupart des pays du monde en une seule ligne. Donc ça, c'est quand même un gros avantage parce qu'encore une fois, si vous devez le faire vous à la main avec des titres vifs, ça va vous prendre énormément de temps à choisir à chaque fois quelle action acheter, etc. Et surtout, à chaque fois que vous allez devoir passer des ordres sur les différentes lignes que vous avez, ça va vous coûter des frais. Alors que là, en une seule ligne, vous êtes diversifié quasiment mondialement. Et vous avez également beaucoup de choix sur les ETF. Aujourd'hui, il en existe des dizaines et des dizaines sur tout type de marché. Certains avec une réplication physique, certains avec une réplication synthétique, certains qui sont capitalisants, d'autres qui sont distribuants. Enfin voilà, il y a plein d'ETF différents. On aura encore une fois une vidéo à ce sujet qui va sortir prochainement sur la chaîne. Donc on ne va pas développer plus que ça aujourd'hui. Alors, on a un autre avantage avec les ETF que je n'ai pas noté ici, mais qui est un avantage pourtant qui est primordial. C'est que là, du coup, une fois que vous avez acheté votre ETF ou que vous décidez d'acheter le même ETF tous les mois, vous n'avez plus aucun suivi de gestion à faire, à moins que vous n'ayez plus du tout envie d'investir dans une zone géographique précise. Autrement, et ça c'est un des principaux avantages des ETF, les indices s'auto-nettoient. C'est-à-dire qu'en fait, si demain, il y a une entreprise qui se casse la figure, par exemple, en France, il y a quelques années de ça, Atos
était considéré comme un investissement bon père de famille. Orpea était considéré comme un investissement bon père de famille, c'est-à-dire le genre d'action qu'il fallait toujours avoir en fond de portefeuille et on était à peu près tranquille, on était sûr que dans 20 ans, ce serait toujours là. Si aujourd'hui, on regarde les performances de ces entreprises et qu'on les avait eues en fonds de portefeuille, en actions, en titres vifs directs, ça nous aurait fait sacrément mal. Et donc l'avantage de ces ETF, c'est que une entreprise comme Atos, si elle est présente dans un indice que vous suivez, le jour où elle se casse la figure comme elle s'est cassé la figure, en fait, elle va tout simplement sortir de l'indice que vous tentez de répliquer. Et donc, vous allez être impacté par sa chute tant qu'elle va être dans l'indice. Mais une fois qu'elle en sera sortie, elle sera remplacée par une autre entreprise. Et vous n'aurez plus à vous en inquiéter. Ce ne sera plus votre problème. Vous aurez certes subi un impact au moment où elle aura baissé tant qu'elle ne sera pas sortie de l'indice. Mais ça aura été relativement temporaire. Elle va être rapidement exclue de l'indice et remplacée par une autre entreprise qui sera plus performante. Et à l'inverse, une entreprise comme Nvidia qui a explosé euh, dans les 10 dernières années, peut-être qu'il y a 10 ans, Nvidia, elle ne faisait pas partie du Nasdaq 100, c'est même très probable d'ailleurs. Et en fait, le jour où elle a vraiment commencé à exploser, elle a très rapidement rejoint le Nasdaq 100. Et donc, tous les gens qui avaient l'ETF Nasdaq 100 ou l'ETF S&P 500 ont pu profiter en partie de la hausse de Nvidia, puisqu'une fois qu'elle est dans l'indice, elle est dans l'indice et donc vous profitez de la performance des entreprises présentes dans l'indice. Donc ça, c'est un très gros avantage des ETF, c'est leur capacité auto-nettoyante et le fait que vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous n'avez pas à revenir sur vos investissements tous les ans ou tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Vous avez juste acheté tous les mois, c'est ce que je vous conseille en tout cas, la sélection d'ETF que vous avez fait et vous n'avez plus qu'à voir dans 20 ans où est-ce que vous en serez. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir, là, est-ce que je devrais arrêter ça ou plutôt machin ça, ou plutôt continuer ou plutôt passer là-dessus. La seule raison qui peut vous pousser à changer d'un ETF à un autre, c'est parce qu'il y a un autre ETF qui sort, qui est moins chargé en frais, qui réplique la même zone géographique, ou encore une fois, s'il y a une zone géographique qui ne vous parle plus du tout, et sur lequel vous ne souhaitez plus investir, à ce moment-là, vous avez juste à couper votre investissement dans cet ETF-là, mais autrement, vous n'avez pas à vous en occuper, tout se fait tout seul. Et ça, c'est extrêmement avantageux, c'est un gros avantage des ETF. Malgré tout, les ETF, ils sont quand même très en vogue en ce moment, mais malgré ça, ils n'ont pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients sur les ETF. Aujourd'hui, c'est un peu un produit qui est à la mode, mais je trouve que c'est une très bonne chose, hein. Généralement, c'est un peu négatif quand on dit que c'est à la mode. Là, au contraire, ça permet aux gens de se lancer dans l'investissement sans prendre trop de risques et sans se prendre trop la tête. Euh, et surtout, ça leur permet de comprendre que c'est pas si compliqué que ça d'investir et de faire travailler son argent. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Malgré tout, il y a certains inconvénients, comme je l'ai dit. Et donc, le premier inconvénient dont on va parler, c'est que quand on achète des ETF, en réalité, tout le monde achète les mêmes entreprises. Et je vais prendre l'exemple des 7 magnifiques, hein. Donc, les 7 magnifiques, c'est Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Meta, Alphabet, donc la société mère de Google, je crois que j'en ai pas oublié, et Tesla. J'ai oublié Tesla, peut-être. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est donc quasiment les 7 plus grosses entreprises américaines ou les 7 plus grosses entreprises américaines même. Et en fait, aujourd'hui, si vous achetez du S&P 500, vous avez ces 7 entreprises. Si vous achetez du Nasdaq 100, vous avez ces 7 entreprises. Si vous achetez du MSCI USA, vous avez ces 7 entreprises. Si vous achetez du MSCI World, vous avez ces 7 entreprises. Donc en fait, aujourd'hui, tout le monde achète plus ou moins les mêmes entreprises. Et ça, sur le long terme, je pense que ça pourrait être amené à être problématique. Et ça peut être déjà problématique pour les entreprises parce que, par exemple, vous achetez un ETF S&P 500. Sur le S&P 500, donc il y a 504 entreprises, je crois. La réalité, c'est que si vous êtes là 510e, les capitaux ne viendront quasiment jamais chez vous parce qu'en fait, tous les gens qui achètent des ETF, l'argent va aller se parquer dans les entreprises qui sont dans les indices principaux. Et donc, il y a certaines entreprises qui vont avoir de plus en plus de mal à capter les liquidités qui viennent du marché parce que tout va aller se concentrer au même endroit. Et encore une fois, si c'est un phénomène qui s'accentue et qui dure dans le temps, ça pourrait être problématique au bout d'un moment. L'autre problématique des ETF, c'est également que vous achetez à n'importe quel prix. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on parlait d'acheter des titres vifs,
L'objectif du stock picker, donc de la personne qui va aller choisir ses actions à acheter elle-même, c'est de trouver des entreprises qui sont entre guillemets sous-cotées. C'est-à-dire des entreprises qui vont pas se payer encore trop cher par rapport aux bénéfices que l'entreprise génère, par rapport à la perspective de croissance que l'entreprise a, etc. C'est donc ce que faisait Warren Buffett, ce qu'il a fait depuis 50 ans maintenant, c'était d'aller trouver donc des entreprises qui présentaient des anomalies de marché, donc voilà, dont les résultats n'étaient pas encore pricés par le marché pour pouvoir les acheter moins cher et profiter de la croissance. L'inconvénient avec les ETF, c'est que quand on investit dans un ETF, on va pas regarder ça. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est dans l'indice qu'on veut répliquer, on va l'acheter, point, quel que soit son prix. Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, des entreprises comme Tesla, comme Nvidia, qui ont des PER supérieurs ou presque proches, en tout cas des 100, ça veut dire que pour 1 euro de bénéfice, les investisseurs payent 100 euros, donc ce qui est quand même relativement énorme. Et je trouve que les ETF accentuent un petit peu tout ça, puisqu'encore une fois, quand on achète un ETF, l'action est dans l'indice qu'on veut répliquer, donc on va acheter cette action, quel que soit son prix, et même si c'est beaucoup trop cher et que les investisseurs lambda ne devraient pas l'acheter en se disant que ça c'est beaucoup trop cher, donc on n'achète pas. Avec un ETF, l'ETF lui se pose pas la question. L'entreprise est dans l'indice, encore une fois, on va l'acheter, et donc ça peut accentuer ce genre de phénomène. Et enfin, il y a un risque aussi que les valorisations des entreprises ne reflètent plus leurs résultats si les ETF prennent une place énorme sur le marché. En fait, si vous voulez, si demain, alors je pense pas que ça arrive, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur les marchés. Si demain tout le monde investit via des ETF, en fait, les entreprises, elles ne vont plus du tout fluctuer de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir un CAC 40 avec potentiellement, généralement, la première entreprise du CAC 40, la première valorisation française, c'est LVMH. La deuxième, c'est Total. La troisième, c'est Schneider Electric, par exemple. Mais ça peut être amené à évoluer en fonction des résultats de l'entreprise, en fonction des conjonctures de marché, en fonction de plein de choses. Et si demain, tout le monde investit en ETF, ça n'évoluera plus, en fait. Puisqu'en fait, quand je vais acheter, tout le monde va acheter un ETF CAC 40, et donc, la valeur la plus représentée dans le CAC 40, c'est LVMH, la deuxième, c'est Total, la troisième, c'est Schneider, et ce sera toujours comme ça, puisqu'en fait, on va acheter un ETF qui va répliquer la performance du CAC 40. Dans le CAC 40, la première entreprise, c'est ça, la deuxième entreprise, c'est celle-là, la troisième, c'est celle-là, et en fait, ça ne bougera plus, parce que quand on va rentrer dans l'ETF, on va rentrer principalement dans la première, puis principalement dans la deuxième, puis après dans la troisième, en fonction du poids de l'entreprise dans l'indice, ce qui sera toujours le même. Et quand on va sortir, c'est pareil, on va vendre principalement la première, puis un peu moins la deuxième, en fonction, encore une fois, de la pondération de l'entreprise dans l'indice. Je sais pas si c'est très clair ce que j'arrive à dire, j'arrive pas à l'expliquer clairement et simplement, mais en gros, les indices seront figés, et ce sera plus du tout corrélé aux résultats des entreprises, au contexte macroéconomique, parce qu'en fait, encore une fois, les ETF, ils achètent toujours la même chose. Et si par exemple LVMH représente 10% de la valorisation globale du CAC 40, je dis ça au hasard, je pense que c'est absolument pas le cas, mais admettons qu'LVMH représente 10% de la valorisation du CAC 40, et à chaque fois que je vais acheter un ETF CAC 40, il y a 10% de la somme qui va aller sur LVMH. Et donc, LVMH représentera toujours 10% du CAC 40 et ça ne fluctuera jamais. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va investir, il y a 10% qui ira dans LVMH. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va désinvestir, il y a 10% qui sortiront d'LVMH et il n'y aura plus de fluctuation. Donc ça, c'est une projection dans l'avenir. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait au moins 50, 60 ou 70% des gens qui investissent uniquement en ETF. Aujourd'hui, aux États-Unis, où l'investissement est beaucoup plus démocratisé qu'en Europe, je crois que la part des ETF, c'est 17% du marché. Donc on en est encore loin. Mais c'est pas un scénario qui est totalement à exclure. Et je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête. Les ETF, ça n'a pas que des avantages et donc il faut bien en être conscient.